Bonjour à tous, Léon Weinstein en direct de Los Angeles, Californie. Avant l'arrivée de Trump dans la grande politique, les Américains les plus avisés appelaient notre système bipartisan le Parti uni. Ils expliquaient en fait que les partis ne faisaient que se remplacer les uns les autres dans les institutions du pouvoir. Mais pour les vaches à lait que nous sommes, cela revenait au même. Une treilleuse voulait prendre 70% du lait et l'autre seulement 40%. Mais l'idée de se sacrifier, c'est-à-dire de se sacrifier soi-même pour l'étable, n'effleure jamais l'esprit d'aucun politicien. Là-bas, presque personne. Mais s'enrichir aux dépens de l'étable, bien sûr, ils ont tous exactement la même idée. Si nous définissons, vous et moi, ce qu'est, disons, un vol, alors nous découvrirons qu'il s'agit de s'emparer de quelque chose qui appartient à une autre personne, et cela est pris sans la permission du propriétaire. Cela m'est arrivé tellement de fois, de façon inattendue pour moi, peut-être aussi pour quelqu'un d'autre. Mais on m'imposait régulièrement, de façon attendue, toutes sortes de nouveaux ou d'augmentations d'impôts, de pénalités, de règlements, de taxes, si bien que je m'y suis déjà habitué. Mais cela ne change pas le fait que la saisie de mon argent ou de mes biens sans mon consentement, c'est du vol, du pillage, du brigandage. J'ai travaillé par exemple pendant 1 an et j'ai gagné là 100 000, 200 000, peu importe. Et puis un oncle est devenu, et parfois une tante aussi, et ils m'ont pris la moitié. Plusieurs sont venus, l'un de Washington, un autre de la capitale de l'État, et un autre de la ville. Et avec eux est arrivé un autre, un boiteux, de ce qu'on appelle chez nous le comté. Disons le district, le comté, le district du district. Éducation. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 1 an, mais pour une raison quelconque, je n'ai été payé que pour 6 mois, et l'autre moitié de l'année, 6 mois. Eh bien, à peu près. 1100 heures, je pense, j'ai travaillé sans être payé. J'ai travaillé sans être payé. Et qui travaille sans être payé, mesdames et messieurs, sans être payé? Ce sont les esclaves qui travaillent. L'esclave, lui, est au moins nourri, bien que non payé. Là-bas, on leur donne un toit au-dessus de la tête, on les soigne. Eh bien, du moins en Égypte, à Rome et dans les plantations des États-Unis, on les soignait. Eh bien, les biens, pourquoi disons les biens? Pour qu'ils s'usent correctement. Et ici, tu travaillais simplement et c'est tout. Je n'ai même pas eu un verre d'eau fraîche. Et qu'est-ce qui se passera si tu essayes? Ne pas payer, par exemple? J'avais un ami, il y a déjà de nombreuses années, qui pour ne pas finir en prison a été obligé de fuir à l'étranger, parce qu'il avait 2 passeports. Il a eu de la chance, et quand on lui a retiré un passeport pour non-paiement, juste après, il s'est installé quelque part. Il s'est rendu à l'aéroport, a acheté un billet pour le premier vol, et est parti sans réfléchir là où le destin le menait. Eh bien, ensuite, c'est là-bas qu'il a décidé où il voulait partir. Chez lui, il avait 2 armes à feu, je m'en souviens bien, et d'habitude, les agents sont prévenus à ce sujet que c'était légal. Dès la vérification, ils découvrent immédiatement si la personne est armée ou non. Lorsqu'ils sont prévenus qu'une personne est armée, ils gardent cette information à l'esprit. Oui, ils auraient facilement pu le tuer, pensant qu'il mettait la main dans sa poche, non pas pour un briquet. En général, je déconseille de mettre la main dans votre poche sans raison lors d'un contrôle de police. Il suffit de dire « j'ai ceci ou cela dans ma poche gauche, prends-le si tu veux ». Mais avec l'arrivée de Donald Trump, la situation aux États-Unis a commencé à changer. Soudain, ceux qui étaient le pilier du Parti démocrate, les jeunes, les noirs, les latinos, les femmes, les banlieues, les soi-disant principaux ouvriers, c'est-à-dire que, dans une large mesure, les syndicats ont toujours été de ce côté de l'autre, mais maintenant, voilà que les syndicats se tournent vers Donald Trump. Voilà qu'ils ont tous découvert que ce qu'ils proposent a du sens. Et cela a du sens pour leur vie, pour leurs enfants, pour leur avenir, leur sécurité et aussi pour leur niveau de vie. Et là, le deuxième parti, ce parti a commencé à perdre la tête. Ils exigeaient que les hommes puissent concourir dans le sport féminin,
Que les militaires puissent changer de sexe aux frais du contribuable, c'est-à-dire encore une fois à nos frais, jusqu'à l'extrême. Ils exigeaient que cela ne soit pas drôle pour les enfants de 7 ou 8 ans. Des dames et des messieurs montraient comment on insère des concombres dans l'anus en mettant d'abord, comme ils l'expliquaient, des petits élastiques dessus et racontaient à quel point c'est agréable et bien. Peut-être que seul le concombre apprécierait cela. Les représentants de ce parti ont fait entrer dans le pays des millions de migrants non contrôlés, dont une partie s'est révélée être atteinte de troubles mentaux et une autre partie composée de criminels. Permettre aux ennemis des États-Unis d'introduire les soi-disant, oui, c'est-à-dire des cellules dormantes, je ne sais pas comment on dit ça en russe, mais en réalité des tueurs, avec des armes chimiques et bactériologiques. Comment je le sais? Parce que 2 de ces personnes, à l'instant 2 Chinois, viennent d'être arrêtés. Et combien sont passés, ont traversé, ont volé, ont rampé là-bas, sans que personne ne les fouille? Qui sait? Voilà, c'est que les commandants les plus intelligents de notre politique, ils ne permettent en aucun cas aux politiques démocratiques, ils ne permettent en aucun cas d'expulser de notre pays les violeurs, les meurtriers, les voleurs et autres criminels. Mais en même temps, pour une raison quelconque, ils pensent qu'en 2026, 2028, des millions de ceux qui ont commencé à mieux vivre sous Donald Trump iront voter pour eux en rang serré. Voilà, ils ont commencé à mieux vivre sous Donald Trump et ils iraient aller voter pour les démocrates. La dernière fois, ils ont inventé quelque chose avec le Covid. Maintenant, ils espèrent peut-être inventer autre chose. Voici les arguments des républicains. Nous voulons créer une société plus sûre, plus prospère et plus normale, disons, basée sur les 10 commandements. Oui, la vie des citoyens des États-Unis. Voilà, c'est comme ça. Eh bien, imaginez que 2 patients viennent chez le médecin, l'un qui en même temps et au même moment, l'un qui paie chaque mois depuis 20 ans au médecin pour, si besoin, il le recevra immédiatement. Et le deuxième habite à proximité, il n'a jamais rien payé, il se moquait de son voisin qui payait, et maintenant il exige d'être examiné en premier parce qu'il a mal. Ils ont les mêmes problèmes, ils sont arrivés en même temps. Donc, les Trumpistes, ces mauvaises personnes, ces gens pas bien qui, soi-disant, auraient du bon sens. Oui, ils disent « Tiens ta promesse envers celui à qui tu l'as faite, puis essaie d'aider le second, c'est-à-dire celui qui souffre. » Les démocrates disent « Ce médecin, il est raciste. » Qu'ils prennent d'abord celui qui n'a pas la peau blanche. Et s'il y a 3 personnes dans la file, alors d'abord le plus foncé de peau, puis celui qui est un peu plus clair, et ensuite, s'il reste du temps, le plus pâle. Et si le plus pâle, c'est justement celui qui a payé pendant 20 ans. Et cela, disons les démocrates, n'a aucune importance. Il a payé, Schmatil, d'abord pour le plus foncé de peau, parce que ses ancêtres étaient des esclaves. Eh bien, peut-être qu'ils ne l'étaient pas, qui sait? Mais le plus étonnant, c'est que les démocrates américains ne comprennent pas pourquoi leur parti s'effrite, se dissout, enfin je dirais, se détruit. Et c'est justement de cela que nous allons parler maintenant avec vous. Parfois, on a vraiment envie de donner une bonne correction à ces petits voyous insolents. Mais il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Premièrement, ça n'aidera pas. Deuxièmement, on risque d'avoir des ennuis avec la loi. Mais de plus en plus souvent. L'envie se renforce de plus en plus. Nous avons mené de nombreux raids à Los Angeles, ciblant les immigrés illégaux les plus dangereux de la ville afin de contribuer à la sécurité du pays. Cependant, la maire de Los Angeles, Karen Bass, connue pour ses positions très progressistes, n'a pas accueilli ces raids avec enthousiasme. D'ailleurs, c'est la même maire, Karen Bass, qui a laissé brûler la ville il y a seulement 6 mois, causant des dizaines de milliards de dollars de dégâts. Ce matin, nous avons reçu un message concernant les actions des services fédéraux de l'immigration dans plusieurs quartiers de Los Angeles. En tant que maire de cette ville, fier de ces immigrés qui ont grandement contribué au développement de notre cité, je suis profondément indigné par ce qui s'est passé.
Ces méthodes sèment la peur dans nos communautés et sapent les principes fondamentaux de la sécurité dans notre ville. Mon bureau collabore étroitement avec des organisations qui défendent les droits des immigrés. Nous ne le tolérerons pas? Alors, les amis, voyons ce que cela signifie vraiment. Elle refuse non seulement de coopérer avec les agents fédéraux de l'immigration qui travaillent à l'application des lois fédérales sur l'immigration de notre pays, d'ailleurs adoptées démocratiquement par nous tous, mais elle compte aussi collaborer avec différents groupes d'activistes pour les immigrés clandestins afin d'entraver délibérément le travail des services fédéraux de l'immigration. Mesdames et messieurs, il y a un mot pour cela. Cela s'appelle une insurrection. Et vous savez quoi? C'est un crime fédéral. Mais, mes amis, c'est là que l'histoire d'aujourd'hui devient vraiment folle. Vous voyez, la maire de Los Angeles, Karen Bass, s'est elle aussi exprimée dans une vidéo à ce sujet. Et, aussi étrange que cela puisse paraître, la situation a empiré. Notre, enfin, ma mairesse, est une œuvre remarquable de la politique démocratique. Elle ne comprend rien à rien, c'est-à-dire vraiment rien du tout. On ne peut pas dire qu'elle s'y connaisse dans un domaine mais pas dans un autre. Non, rien du tout. Mais elle est noire, elle est une femme, elle est lesbienne et elle aime provoquer des scandales. Autrement dit, c'est une vraie démocrate. Nous allons nous battre pour tous les habitants de Los Angeles, peu importe quand ils sont arrivés ici et s'ils ont des papiers ou non. Nous sommes une ville d'immigrants, ce qui concerne des centaines de milliers d'Angelenos. Vous avez tous entendu, mes amis. Elle s'est exprimée devant la caméra pour appeler tous ses habitants de Los Angeles à résister activement aux agents fédéraux de l'Immigration and Customs Enforcement du président Trump. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Regardez par vous-même. Moi, Giovanna Lara, vous voyez en direct l'une des manifestations de protestation qui se déroulent à Los Angeles, seulement quelques heures après les raids d'immigration de masse. Presse Christi est en direct depuis le Studio Sept avec les dernières nouvelles. Après le raid, lorsque la police a arrêté plusieurs criminels qui sont dans le pays illégalement, les démocrates ont appelé leur garde. Ils ont des listes téléphoniques de ceux qui, au premier appel, accourent pour une petite somme d'argent et pour $100 par tête. Ils ont amené 1 millier de personnes pour protester, mais pas simplement pour protester pacifiquement. Ils les ont emmenés là où ces bandits arrêtés étaient détenus. Et ils ont commencé un assaut idiot, bon, ils n'auraient évidemment rien pu faire. Mais dans le monde entier, on a vu des images de la lutte libre, de mercenaires engagés pour des troubles, des illégaux légalisés contre des tyrans qui veulent retirer les meurtriers et les violeurs des rues de nos villes. Voilà. Et la police devait riposter avec des gaz lacrymogènes. En raison de l'agenda radicalement progressiste et antipatriotique des démocrates, de vastes parties du pays ressemblent maintenant à cela. Pour être tout à fait clair, les démocrates radicalement progressistes ont permis à autant d'immigrants illégaux d'entrer dans notre pays que maintenant, lorsque nous essayons réellement d'appliquer nos lois sur l'immigration et de les expulser, cela provoque des troubles et des émeutes de masse. Regardez l'inscription sur le mur. Il est écrit « Mort à l'Amérique » avec 2 K pour que cela ressemble au Ku Klux Klan, bien sûr. Une combinaison intéressante. Libérez les meurtriers, les voleurs et les violeurs, sinon nous vous massacrerons tous. Mort à l'Amérique. Et vous, maudits racistes capitalistes, et ainsi de suite. Du genre Che Guevara de Roski, Kunba et Bini, et en général une évolution sans culture. Voilà ce que propose le Parti démocrate des États-Unis. Ça vous intéresse ? Et qui veut rejoindre ce parti ? Là-bas, faut-il payer $100 pour venir,
5 heures de travail de 100. Si tu peux organiser un groupe, disons que tu organises un groupe pour 20 émeutes par mois, voilà, tu as 4000. De plus, ils offrent sûrement des sandwichs gratuits. C'est plutôt bien, je trouve. Un travail en plein air et de la marijuana vraiment pas cher. L'héroïne est plus chère, bien sûr. De plus, la seringue est facturée en supplément, ou bien apportez la vôtre. Vous avez déjà compris depuis longtemps que le Parti démocrate a un problème. Ce qui est étonnant, c'est que les démocrates eux-mêmes n'avaient pas la moindre idée de pourquoi on les fuyait comme la peste. Ils ont commencé à s'en douter. Ce n'était que maintenant, je le jure. Les démocrates viennent tout juste de commander pour 21 millions de dollars. L'enquête sur la façon dont ramener dans le parti des hommes, des jeunes hommes, ils veulent dire des jeunes hommes, comment les ramener dans le parti. Troisième vidéo, 213-339. Je veux que vous prêtiez attention à cette question étrange, en quelque sorte, d'un jeune reporter. Si tu es un homme blanc, ou un homme en général, pourquoi soutiendrais-tu la politique du Parti démocrate des États-Unis d'Amérique ? Oui, d'ailleurs, à la fin, je vais vous montrer quelque chose de terriblement amusant, drôle et, paraît-il, inattendu et attendu à la fois. Drôle mais attendu, disons-le ainsi. Assurez-vous d'attendre le dernier épisode, il arrive très bientôt. Donc, on a commencé à parler de Hillary Clinton, connue comme la péteuse américaine puante. C'est ainsi que les électeurs de la campagne de Hillary l'appelaient. L'ont immédiatement utilisé. Vatros, la présidente, a aussitôt profité de sa proximité avec l'araignée femelle Kapor. Elle s'appuie dessus, puis elle peut frapper quelqu'un au visage avec. Mais en même temps, le comportement de son mari et son attitude envers les femmes, ainsi que sa propre attitude envers les femmes, étaient des sujets totalement interdits. Et c'était tout simplement incroyable à quelle vitesse ils se sont jetés sur Bernie Sanders. Et ce n'était que le début de ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont privé les hommes de la voix. Pour eux, vous n'existez pas, ils sont partis et vous aussi. D'accord, oui, nous n'existons pas, point. Nous ne voterons pas pour vous. C'est vrai. D'ailleurs, Hillary est formidable, je ne le pense pas. Ce n'était pas seulement Bernie, ils s'en sont aussi pris à ses partisans avec toute cette histoire de Bernie Bros. Je veux dire, ça a commencé dès 2016 et ça a continué jusqu'en 2020. Et à ce moment-là, Elizabeth Warren a aussi fait une sorte de tirade sur le fait que Bernie était sexiste. Je veux dire, ça se produisait encore et encore et encore. Ce qui est drôle, je veux dire, les démocrates essaient de trouver leur propre Joe Rogan libéral. Le Joe Rogan libéral, c'était Joe Rogan lui-même, il y a quelques années à peine. Il soutenait Bernie. Et c'est justement à ce moment-là, tu sais, qu'a commencé cette campagne de 5 ans pour diaboliser Joe Rogan. C'était quand il a dit à ma patronne Barry Weiss, « Oui, je vais probablement voter pour Bernie. Point. Il a été incroyablement cohérent toute sa vie. » Ils se sont alors jetés sur Joe Rogan et Bernie et ont essayé de le forcer à se rétracter. Tu sais, c'est comme une approbation tacite de la part du podcasteur le plus populaire d'Amérique parce qu'il disait des choses tout à fait raisonnables sur les femmes trans et le sport féminin. Et donc, il y a vraiment un lien direct entre l'incapacité du Parti démocrate à établir un contact avec les jeunes hommes, surtout dans des espaces comme les podcasts et tous ces nouveaux médias. Et la façon dont ils ont traité Bernie et ses partisans, parce que la plupart d'entre eux, Andrew Schulz a récemment invité Bernie chez lui. Il est reparti de l'interview en pensant que l'Amérique devait devenir plus socialiste. Autrement dit, il aime Bernie. Lui aussi a interviewé Bernie, il aime aussi Bernie. Donc pour moi, il est tout à fait évident que si les démocrates, Bernie ne peut plus se présenter, mais si les démocrates veulent, pour récupérer les hommes, ils devront suivre la méthode de Bernie. Et cela signifie parler aux gens de leur vie matérielle réelle, et non pas leur dire qu'ils sont fous, qu'ils sont privilégiés ou qu'ils sont stupides, parce qu'ils pensent que le pays a des problèmes. Bernie, souvent mentionné, c'est le sénateur socialiste Bernie Sanders, le seul socialiste officiel de notre pays.
Un orateur brillant, d'ailleurs, un peu comme Trotsky, à moitié fou, mais, comme tous les socialistes, un voleur timide qui ne diffère des autres voleurs que par sa timidité. Jusqu'à... Les démocrates commencent enfin à comprendre. Votre politique, c'est nul. Et voilà qu'un nouveau centre d'analyse est apparu qui dit aux démocrates « Arrêtez simplement d'être des idiots ». Comme on peut le voir dans un récent article de Meat Silver, où il est dit que les troubles mentaux sont largement répandus parmi les libéraux. Ils ont besoin qu'une organisation à laquelle ils perdent de l'argent leur dise qu'ils sont fous. Selon Politica, un nouveau centre d'analyse pousse les démocrates vers des positions plus populaires. Le nom, inspiré du lieu de naissance du chef de la majorité au Sénat, Gary Reid, apparaît à un moment très difficile pour le Parti démocrate. Ils ont tenu une réunion à huis clos le mois dernier. Le principal stratège démocrate a présenté son idée aux dirigeants du parti et aux donateurs. Écoutez, si nous voulons gagner à nouveau, nous devons briser les barrières idéologiques et abandonner l'agenda des intérêts particuliers. Autrement dit, nous devons arrêter de pousser l'idéologie dans la société si nous voulons revenir au pouvoir. Je ne sais pas, mais les démocrates ne pourront vraiment pas le faire parce que les jeunes progressistes sont trop enracinés. Ils vivent pour leurs péchés capitaux, avidité, orgueil, envie, luxure, colère et paresse. Vous saisissez leur cupidité, c'était leur essence même selon moi. Un projet inspiré par le lieu de naissance de l'ancien chef Jinson Gary Reid apparaît à une période très difficile. Pour le Parti démocrate, qui tente de redorer son image extrêmement impopulaire et compte sur un retour lors des élections de mi-mandat de 2026. Une personne directement familière avec le projet et ayant obtenu l'anonymat pour discuter de détails privés a déclaré « Son objectif est de créer un espace institutionnel où les démocrates pourront penser librement et partager ses idées avec le monde. » Actuellement, un tel espace n'existe pas, car partout ailleurs, ces idées seront édulcorées d'une manière ou d'une autre. Cette personne a poursuivi en ajoutant que le projet ne sera guidé par aucune idéologie particulière, ni par une division entre la gauche et la droite, mais qu'il s'appuiera plutôt sur les meilleures idées, d'où qu'elles viennent. Autrement dit, aujourd'hui, il n'y a pas de liberté d'expression, de liberté d'opinion, ni de liberté tout court au sein du Parti démocrate. C'est un concept bourgeois dont personne dans le Parti démocrate n'a besoin. Agissez comme des leaders, pensez comme des leaders, parlez comme des leaders, puis les leaders changent, et il faut à nouveau parler comme les nouveaux leaders. Ça ne vous rappelle rien? Non, il n'y a rien de tel. Ensuite, le résultat, le cadavre vivant Brejnev et le cadavre vivant Biden. Et ça a aussi coïncidé. Parce que, mesdames et messieurs, il y a un proverbe génial, on récolte ce que l'on sème. Des tomates ne donnent pas des ananas, ou quelque chose comme ça, on disait « un oranger ne pousse pas sur un bouleau ». C'est en principe la même chose. Mais en réalité, même le cheval de Caligula était un sénateur plus raisonnable que ces deux-là. Je ne voudrais pas, comme on dit, évoquer les ombres deux ombres du père d'Hamlet. Eh bien, et maintenant, du sucré, du sucré, du sucré, du sucré. Et le programme Campus Reform interview des étudiants. Cette fois, ils ont demandé « Es-tu pour le socialisme ?» Et si oui, ils posaient plusieurs questions. Tu obtiens une moyenne élevée et tu ne veux pas t'en séparer, puis tu gagnes beaucoup d'argent et tu ne veux pas non plus le donner. Il me semble que la différence, c'est que tu étudies pour tes propres notes. Et les notes reflètent moi souvent combien de temps tu as passé à étudier. Mais pour devenir millionnaire, il faut travailler beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, peu importe où vous êtes. Cette vidéo montre une interview de rue interrogeant des étudiants progressistes soutenant le socialisme jusqu'à ce que cela les touche personnellement. C'est très drôle. C'est parti, avec la réforme du campus. Nous sommes aujourd'hui à l'Université internationale de Floride pour discuter avec des étudiants de leur opinion sur le socialisme et leur soutien aux politiques socialistes. En moyenne... Pour être clair, en russe, cela se traduirait probablement par note moyenne ou note statistique moyenne. Cela signifie la note moyenne obtenue lors du passage dans une certaine école. Disons de
Cela dépend de ton acceptation à l'université et de laquelle. Disons, si tu as une moyenne de 3,8, cela suffit pour un collège local. Mais si c'est pour Harvard, alors il faut j'ai par exemple 4,2. Je n'ai pas vérifié combien il faut pour Harvard+. Il existe de nombreux types de compléments. Si tu es une beauté, une étudiante, une sportive, une komsomolka, tu peux ajouter autre chose. Donc, en d'autres termes, ceux qui veulent entrer dans un bon collège, un bon établissement d'enseignement, ils font des efforts, ils ne dorment pas assez, ils mangent trop pour obtenir une moyenne élevée. Voilà, c'est ça, c'est très important. Bon, maintenant, regardons la suite. Sont-ils prêts à partager leur moyenne élevée avec ceux qui en ont une basse au nom de l'égalité? Que préféreriez-vous pour l'Amérique, le socialisme ou le capitalisme? Je choisirais le socialisme. Votre perception du mot « socialisme » est-elle positive ou négative? Je choisirais positivement. J'ai de la famille en Europe qui bénéficie de l'université gratuite et de la prise en charge des soins médicaux, sans avoir à s'en inquiéter. Je préfère cela au capitalisme. J'ai bien compris. Je pense aussi que je préfère le socialisme au capitalisme. Le socialisme est davantage orienté vers l'aide aux gens, surtout à ceux qui sont gouvernés en prenant soin d'eux et de leur bien-être. Je souhaite que chacun ait les mêmes chances. Il y a beaucoup d'excès en Amérique. L'idée principale du socialisme est que les personnes au sommet font leur juste part pour aider ceux qui sont en bas en essayant de prévenir les inégalités de revenus et les excès. Comment appelez-vous cela? S'il y a une différence dans la moyenne générale sur le campus et que quelqu'un a une mauvaise note. On a demandé à tous ce que signifiait le socialisme pour eux. Tous ont répondu vaguement, sans précision. Cela signifie que ceux qui ont beaucoup travaillé, beaucoup gagné ou qui ont déjà quelque chose. Là-bas, papa a laissé, l'oncle, le grand-père, je ne sais pas, oui, il a gagné, à la loterie. Ils doivent donner une partie à ceux qui ont peu et à qui il manque quelque chose. Donc, si tu as beaucoup gagné et que quelqu'un d'autre a peu gagné et qu'il lui manque quelque chose dont il a besoin, alors tu es obligé de partager avec lui. C'est ça le socialisme, et c'est très bien comme le pensaient tous ces représentants de la masse étudiante. Alors, l'animateur a demandé « Qu'en est-il de la redistribution et de cette fameuse moyenne ?» Oui. Tu as travaillé dur pendant que quelqu'un d'autre est resté chez lui devant la télé. Es-tu prêt à lui donner 1 ou 2 points pour qu'il puisse entrer à l'université? Bien sûr, et il t'en restera un peu moins, cela aura un impact sur ta vie. Mais tu es une personne noble et très socialiste. Soutiendriez-vous une politique où les personnes ayant une note élevée partagent leur richesse et en donnent une partie à ceux qui en ont une faible? Donner afin de les aider à avoir une meilleure note? Oui, je suis totalement pour l'aide. Je n'irai pas simplement donner genre « Oh tiens, je vais juste te donner une partie du mien ». Il s'agit de justice. Nous devons aider ceux qui sont en dessous. J'ai perdu beaucoup de sommeil, donc je ne sais pas si ce sera juste. Non, a dit la jeune fille à la peau foncée. J'ai travaillé dur, pourquoi devrais-je partager avec quelqu'un qui n'a pas travaillé? Une seconde, tu as bien dit. Mais alors, tu disais que les autres devaient partager, et maintenant on lui a demandé si elle allait partager. C'est difficile si... Ce serait sans doute hypocrite de ma part de dire non. C'est tout à fait différent. En quoi est-ce différent? Parce que toute la journée, j'étudie juste pour la note. Qu'est-ce que tu veux dire par partager? Tu veux dire leur donner une partie de ma moyenne directement? Oui. Monsieur Bling? Je voudrais dire non tout de suite. Quelle est la différence entre vouloir obtenir une moyenne élevée et ne pas vouloir la partager et vouloir gagner beaucoup d'argent et ne pas vouloir le partager non plus? Eh bien, il me semble que la différence, c'est que tu étudies pour tes propres notes, n'est-ce pas? Et les notes reflètent souvent le temps que tu passes à étudier. Pour devenir millionnaire, il faut aussi travailler très dur. Je ne nie pas ce fait non plus, mais je parle d'une personne ordinaire qui travaille. Tu comprends, ce Kakdumayesh, tu penses qu'il y a... Penses-tu qu'il y a une similitude entre gagner son salaire et ne pas vouloir le donner à ceux qui ne travaillent pas pour le mériter? C'est pareil avec le point. Quand tu le gagnes, tu n'as pas toujours envie de le donner à quelqu'un qui ne le mérite peut-être pas. C'est vrai. Je crois qu'à cause de ce sentiment, les gens pensent que personne ne travaillera pour ça. Moi, par exemple, j'ai beaucoup sacrifié pour obtenir le mien. Je ne sors pas autant que je le souhaiterais, mais c'est pour quelque chose de plus grand à venir, du moins c'est ainsi que je le perçois. Donc non, je ne sacrifierai pas mes propres choses, par exemple mon temps, pour aider quelqu'un qui ne veut pas faire les mêmes sacrifices.
Je comprends. Aucun d'entre eux ne donnerait ce qui lui appartient parce que c'est à lui. Ou à elle, oui, parce qu'il ou elle l'a gagné à la sueur de son front. Pourquoi devrait-il partager cela? Les autres peuvent partager, mais pas moi. Je ne suis pas fou. Certaines personnes en bas font de réels efforts, tandis que d'autres méritent vraiment leurs mauvaises notes. Oui, comment les gens gagnent-ils de l'argent avec leurs revenus? Toi, tu comprends exactement de quoi je parle. Voici quelques personnes. Ne jugeons personne. Le but n'était pas d'aider les moins chanceux. Tu profites de mon travail. Alors, qui est la mauvaise personne ici? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, car vous enlevez quelque chose à des gens qui ont vraiment mérité cette note. Et ceux qui ne font pas d'efforts pour leur note, ils récoltent ce qu'ils sèment. Tu comprends? Et tu penses qu'avec ton salaire, c'est pareil? Oui, je le pense vraiment. Non, c'est tout le contraire de la méritocratie, tu comprends? C'est complètement à l'opposé. C'est genre horrible. On ne peut pas les comparer, car ta moyenne générale n'est pas nécessairement liée à la qualité de vie. Mais comme un salaire, il faut le mériter. Cependant, je ne crois pas que la plupart des riches dans ce pays le gagnent vraiment. La plupart de cet argent est hérité. Beaucoup de cet argent, tu sais, provient de la bourse, non? En fait, ils n'y travaillent pas. Ils appuient simplement seulement sur un bouton d'ordinateur pour ça. Eh bien, tu vois ce que je veux dire? Si tout le monde a la même note, la moyenne n'a aucun sens car il n'y a pas de critère de distinction. Mais il est question de justice, n'est-ce pas? Eh bien, ça c'est juste. Regarde ça, moi je vois les choses comme ça, tu comprends. Qu'est-ce que c'est juste que tout le monde ait le même résultat ou que tout le monde ait les mêmes chances? Oui, pour moi c'est juste quand tout le monde a les mêmes chances, tu comprends, et pas le même résultat, n'est-ce pas? Parce que si je travaille plus dur que toi et que j'obtiens un meilleur résultat, c'est juste que j'ai une meilleure note ou une meilleure opportunité que toi. C'est vrai? Tout doit être basé sur le mérite. Le meilleur candidat, homme ou femme, obtient le poste. Tous ces étudiants qui ont voté pour les démocrates ont changé d'avis en 3 minutes et ont déclaré que la révolution était en marche. Parce que ce n'est pas juste. Beaucoup d'entre eux vont voter à nouveau pour les démocrates, n'est-ce pas? Mais certains vont réfléchir et se dire « Une seconde, on m'a raconté des salades et on m'en a mis plein les oreilles. » Le capitalisme repose sur la cupidité, les riches accaparant tout l'argent. Certains pensent que le socialisme, lui, est basé sur les besoins humains, ce qui est faux. En réalité, c'est tout le contraire. Comme je l'ai dit dans une récente vidéo, mais si vous allez sur Amazon, il y a des milliers de produits, ou plutôt des millions de produits sur leur plateforme. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a énormément. Et ces produits, ces offres, sont le résultat du travail de personnes qui croient qu'elles ont ce dont vous avez besoin. S'ils ont raison, ils réussiront et gagneront de l'argent. Sinon, ils n'en gagneront pas. Voilà comment fonctionne le capitalisme de marché libre dans son essence. Il encourage les gens à améliorer leur vie en satisfaisant les besoins des autres. Pour faire simple, personne ne crée une entreprise, ne fabrique quelque chose, ne développe quelque chose ou ne fournit un service uniquement pour lui-même. Non. Les gens créent une entreprise pour gagner de l'argent, combler un vide sur le marché ou aider quelqu'un à résoudre son problème, c'est-à-dire fournir un service. Mais au final, il est très difficile de gagner de l'argent et de construire une entreprise prospère. La plupart des startups échouent, c'est pourquoi quand ces étudiants disent « Je travaille dur pour mes notes », c'est différent, ce n'est pas différent. Si l'on regarde une entreprise, lorsque le directeur général, disons, je ne sais pas, McDonald's ou Burger King, en général, une chaîne de restaurants dépense des millions et des millions de dollars chaque année pour comprendre ce que veulent les clients, ce qu'ils aiment, ce qu'il faut changer, ce qui ne fonctionne pas et ce qui fonctionne le mieux. Et ils doivent agir rapidement et efficacement, car le marché est très concurrentiel, et le consommateur, c'est vous et moi. Nous détenons le pouvoir suprême dans l'économie capitaliste. Nous votons avec notre argent. Dans une économie socialiste, le pouvoir suprême appartient à l'État. C'est ce que vous ne voulez pas. Ça ne marche jamais. L'État décide de ce que vous recevrez à partir d'une ressource limitée et détermine combien de cette ressource doit exister. Au lieu que des millions de personnes prennent des millions de décisions sur ce qu'elles veulent, dans le socialisme, une élite gouvernementale décide de ce que les gens doivent avoir. Je suis 1000% d'accord avec l'animateur. Juste 1000, même 1003. Il faudrait bien sûr enseigner cela à la place des gauchistes qui mentent à chaque pas.
Et pour une opinion différente, ils mettent, une très mauvaise note ou expulsent carrément. Messieurs, sur ce, nous allons conclure. Et vous, allez-vous regarder l'émission encore une fois? Je vous le recommande vivement. Ainsi, vous aurez un excellent sujet de conversation avec vos jeunes, ou pas si jeunes, libéraux. C'est tout. À la prochaine, les sous-titres ont été réalisés par